tous les procédés de raffinage du pétrole, le plus important, c'est celui de... C'est la première étape de transformation du pétrole brut en produit utilisable. Elle repose sur le principe de l'ébullition. Lorsqu'on chauffe de l'eau, sa température atteint 100 degrés centigrades et y demeure. Cette température est celle de son point d'ébullition et, une fois atteinte, elle ne pourra pas augmenter. À ce stade-ci, la chaleur est utilisée afin de transformer l'eau en vapeur. Le liquide s'évapore donc. Dès que cette vapeur descend en dessous du point d'ébullition, elle retrouve sa forme liquide. Elle se condense. Toutefois, chaque liquide possède son propre point d'ébullition, qui dépend de la taille et de la forme de ses molécules. En général, plus les molécules sont petites, plus le point d'ébullition est bas. Et plus elles sont grosses, plus ce point d'ébullition est élevé. Le liquide de teinte claire est composé de petites molécules et bout à 78 degrés,5. Le liquide de teinte foncée, lui, est composé de molécules plus grosses et bout à 184 degrés. Cette différence dans les points d'ébullition permet aux deux liquides d'être séparés après qu'on les ait mélangés. En voici une démonstration. On chauffe le mélange dans le tube de manière à ce que les deux liquides soient transformés en vapeur et acheminés sous cette forme vers une colonne où ils sont refroidis. Près du fond, les vapeurs sont refroidies à une température légèrement inférieure au point d'ébullition du liquide foncé. Il se condense donc ici et peut être évacué. Cependant, c'est beaucoup trop chaud pour que la vapeur du liquide clair se condense. Par conséquent, elle monte jusqu'à ce qu'elle se refroidisse suffisamment pour se condenser à son tour. Au sommet de cette colonne, le liquide clair est récupéré, alors qu'à la base, c'est au tour du liquide foncé. Le liquide clair retient une petite quantité du liquide foncé et vice-versa. Mais ces quantités sont minimes, car leurs points d'ébullition sont très différents. Le pétrole brut est constitué d'une grande quantité de molécules très différentes appelées hydrocarbures. Ces derniers se comptent par milliers et leurs points d'ébullition sont si proches les uns des autres qu'il est impossible de les séparer un à un. Heureusement, cela n'est pas nécessaire. Au lieu de considérer le pétrole brut comme un amalgame d'hydrocarbures différents, on le considère selon des catégories d'hydrocarbures, chaque catégorie étant classée d'après une gamme de points d'ébullition. Dans ce procédé de raffinage, on appelle cela le point d'ébullition fractionnaire, ou tout simplement la fraction. La fraction supérieure est destinée à la production d'essence, la suivante à celle du turbocombustible, l'autre sert au carburant diesel et au mazout domestique. Le restant deviendra du mazout industriel, ou sera séparé en d'autres fractions. Pour bien comprendre le principe de ces points d'ébullition fractionnaires, imaginez le pétrole brut comme un jeu de cartes que l'on battrait. On pourrait considérer la fraction essence comme étant représentée par les 4, celle du turbocombustible par les 6, et le carburant diesel ainsi que le mazout domestique par les 8. Quant aux fractions se situant au plus haut point d'ébullition, elles seraient représentées par les reines et les rois. La séparation du pétrole brut en fractions a lieu dans des colonnes de fractionnement. Afin de les séparer toutes, on passe par deux stades, la distillation du pétrole brut et la distillation sous vide. Voyons d'abord la distillation du pétrole brut. L'huile brute en provenance des réservoirs traverse ces conduits et est acheminée vers un four où elle est chauffée. Mais elle est chauffée à une température qui en évapore une certaine partie. Lorsqu'elle atteint la colonne, elle se présente sous forme de vapeur et de liquide également. C'est seulement une fois qu'elle a atteint l'intérieur que le liquide et la vapeur se séparent. Le liquide retombe au fond. C'est ce qui constitue les reines et les rois
dont on s'occupera plus tard. Cependant, la partie volatile, soit les 4, les 6 et les 8, monte. Et en traversant ce niveau, elle se refroidit. Lorsque sa température descend au-dessous du point d'ébullition de la fraction la plus lourde, cette fraction se condense à ce niveau et est retirée. Les fractions volatiles qui restent bouillonnent et traversent ce liquide, puis elles montent au niveau supérieur où elles sont ensuite refroidies en dessous du point d'ébullition de la fraction la plus lourde suivante. Elles se condensent et sont alors soutirées. La partie volatile qui reste monte à son tour au sommet de la colonne et se condense. Il existe plusieurs manières de séparer ces fractions. Une façon est d'utiliser des plateaux à calotte. À chaque niveau de la colonne, il y a un genre de champignon qu'on appellera calotte de barbotage. Les vapeurs chaudes s'élèvent dans la tige et retombent sous la calotte pour rentrer en contact avec le liquide du plateau à ce niveau. Si le liquide et la vapeur appartiennent à la même fraction, le liquide sera assez froid pour condenser la vapeur. Ainsi, si le liquide appartient au groupe des 8, la vapeur qui se condense sera également de ce groupe. Mais si la vapeur fait partie d'un groupe plus léger ou inférieur quant à son point d'ébullition, le liquide en présence sera trop chaud pour provoquer sa condensation. Il bouillonnera donc en le traversant et atteindra le plateau du niveau supérieur, toujours sous forme de vapeur. Si le liquide est du groupe des 8, ces bulles, elles, seront du groupe des 6 ou des 4. En pratique, il faut tenir compte du fait que ces fractions sont tellement entremêlées qu'elles ne se séparent jamais complètement la première fois. Des fractions sous forme de vapeur appartenant à ce plateau sont véhiculées vers des vapeurs plus légères du plateau supérieur. Ici, il y a condensation, mais maintenant ces vapeurs ne sont pas au bon niveau. Pour retourner à son plateau correspondant, un filet de liquide débordera pour se déverser dans le plateau inférieur. Puisque la température de ce niveau est plus élevée, la fraction des 6 qui est ainsi retombée va être vaporisée à nouveau et remontera vers le plateau supérieur. La température correspond maintenant au groupe des 8 et cette fois-ci, la condensation se produit. Ce principe de mélange et de séparation s'opère jusqu'à ce que toutes les fractions soient séparées. Les fractions liquides se déversant, les fractions volatiles s'élevant, ainsi de suite, jusqu'au sommet de la colonne. C'est au sommet que la température est la plus froide, et seule la fraction la plus légère y demeure, celle des 4. Mais retient la fraction des ont un lait coulé inférieur. Les 6 restent dans le plateau et les 4, plus légers, sont revaporisés. Nous ne voyons que 2 plateaux ici, chacun d'eux séparant une fraction. En fait, plusieurs plateaux sont nécessaires pour séparer chaque fraction efficacement. Une colonne de distillation du pétrole brut peut contenir plus de 50 plateaux. La fraction supérieure est destinée à la production d'essence, la suivante à celle du turbocombustible, et l'autre sert au carburant diesel et au mazout domestique. La fraction liquide qui retombe au fond sous forme de résidus contient des produits que l'on utilisera aussi. Les fractions contenues dans ce résidu bouent à une très haute température, certaines à des températures supérieures à 538 degrés. À une telle chaleur, les molécules seraient détruites avant même de pouvoir bouillir. Afin d'éviter ce genre d'accident, on emploie la distillation sous vide afin de faire bouillir les fractions en cause à des températures plus basses. Lorsqu'un liquide est chauffé, la tension causée par la vapeur augmente. Cette tension crée une poussée contre la pression de l'atmosphère. La vapeur est forte pour dépasser la pression atmosphérique, le liquide bout.
La pression atmosphérique sur le liquide peut être diminuée en évacuant de l'air et en créant ainsi un vide partiel dans le récipient. La tension de vapeur présente moins de résistance à la pression atmosphérique et par conséquent, le liquide peut bouillir à une température plus basse. De la même façon, si la pression contenue à l'intérieur de la colonne de distillation est réduite, les fractions plus lourdes vont bouillir à une température plus basse. Et ainsi pourront être distillées sans pour autant voir leurs molécules craquer. Cette vapeur qui pénètre l'unité de distillation sous vide contient encore d'autres produits. Les fractions les plus légères vont au craqueur catalytique. La fraction subséquente fournit la cire et l'huile lubrifiante. La fraction la plus lourde demeure sous forme liquide et est récupérée pour être transformée en mazout industriel et en asphalte. La distillation est le procédé du raffinage, mais la distillation seule ne suffit pas. D'une part, l'essence distillée à partir du pétrole brut, qu'on appelle l'essence de première distillation, atteint pas un degré d'octane suffisant pour la consommation de l'automobile moderne. D'autre part, lors de la distillation de l'essence, du carburant diesel et du combustible, on retire encore un mazout lourd par ce procédé. En employant une autre méthode, le craquage, l'huile lourde est convertie en essence à indice d'octane élevé. L'huile lourde est constituée de molécules qui peuvent être représentées de la manière suivante. Lorsqu'on chauffe ces molécules à une très haute température, leurs mouvements deviennent violents. Elles se séparent, éventuellement. En se séparant en des molécules plus petites, la plupart d'entre elles changent de forme et acquièrent des propriétés nouvelles. La qualité la plus importante parmi ces nouvelles propriétés est l'indice d'octane supérieur. Ce procédé de restructuration dépend de la présence d'une substance appelée catalyseur. Le catalyseur, quel qu'il soit, provoque une réaction chimique sans en être affecté ou modifié pour autant. Ces substances existent par centaines. Certaines sont complexes, d'autres simples, comme ces morceaux de cuivre. Cette démonstration illustre de quelle manière il fonctionne. Ces deux liquides réagissent assez lentement lorsqu'on les mélange. Ajoutons maintenant le cuivre. La réaction est alors accélérée. Lorsque la réaction est terminée, le catalyseur ne se trouve pas modifié et peut être réutilisé. On emploie de nombreux catalyseurs dans le raffinage. Ils sont utilisés dans un appareil construit à cet effet, le craqueur catalytique. Le catalyseur employé ici consiste en un mélange de silice et d'alumine sous forme de poudre fine. Pour avoir une action efficace, chaque grain doit présenter la plus grande surface possible de contact avec l'huile lourde qui doit être séparée. Vu au microscope électronique, chacun de ces grains ressemble à une éponge. Ils y ressemblent tellement que la surface réelle d'une petite poignée de ce catalyseur présente une surface de 6000 pieds carrés, soit l'air qui entoure l'homme. Le catalyseur doit pouvoir circuler librement dans l'unité de craquage catalytique et pour ce faire, il doit pouvoir jouir de la liberté de mouvement d'un liquide. Au repos, la poudre est une forme solide et peut soutenir un objet métallique. Si un gaz ou une vapeur est projetée dans cette poudre, celle-ci est fluidisée.
Pour que ce procédé puisse être utilisé, le catalyseur doit être chauffé à plus de 538 degrés. C'est alors qu'à la base de cette unité, le catalyseur chaud et l'huile lourde entrent en contact et que la séparation commence. L'huile lourde est immédiatement transformée en vapeur et cette vapeur, à son tour, restitue au catalyseur son aspect fluide. Le mélange se rend jusqu'au réacteur et c'est là que la chaleur et le catalyseur achèvent la séparation. Cependant, le carbone se forme rapidement sur le catalyseur et en obstrue les ouvertures. Ceci freine l'opération et rend le catalyseur moins efficace. Il faut donc le nettoyer. On l'achemine vers un régénérateur où le carbone est brûlé. Ce procédé chauffe donc le catalyseur qui reprend ainsi la température qui lui permet de faire son travail. Voici le cycle d'une unité de craquage catalytique. On met en présence, sous forme de coulée constante, le catalyseur et l'huile lourde. La séparation se fait sans interruption, formant les nouvelles molécules qui permettront la production d'essence à indice d'octane élevé. À part l'essence, ce procédé donne naissance à des gaz de pétrole et du carburant diesel. Tous ces produits traversent une colonne de distillation où ils subissent cette séparation. Toutefois, le procédé de séparation ne suffit pas à atteindre l'indice d'octane élevé nécessaire à la consommation. Par conséquent, l'essence de première distillation est convertie en essence à indice d'octane élevé par le reformage catalytique. L'essence de première distillation est constituée principalement de petites molécules ordinaires. Pour l'améliorer, l'enrichir, la forme de ces molécules doit être modifiée, c'est-à-dire reformée. Comme nous l'avons déjà mentionné, il faut faire appel à la chaleur et à un catalyseur. Et encore une fois, l'essence à indice d'octane élevé est produite. Un reformeur catalytique utilise le platine comme catalyseur. Une mince couche de platine est appliquée sur des billes d'oxyde d'aluminium qui sont rassemblées dans les réacteurs. Le reformage fait appel à une très haute température et l'opération doit être exécutée en 3 étapes ou plus. L'essence de première distillation est chauffée à plus de 482 degrés et est acheminée dans le premier réacteur sous forme de vapeur. C'est en passant au travers du catalyseur que la transformation ou le reformage s'opère. Mais une telle chaleur est absorbée dans la réaction elle-même, ce qui fait que le processus est interrompu avant que l'opération puisse s'achever complètement. En quittant le premier réacteur, la vapeur est convertie en partie seulement. Il faut donc la chauffer de nouveau et l'acheminer vers le second réacteur. Encore une fois, elle se refroidit au-dessous de sa température de réaction et l'opération s'interrompt. Pour rendre la vapeur à son état normal, il faut encore réchauffer et acheminer vers le troisième réacteur. C'est ici que l'essence de première distillation voit ses molécules transformées de manière à devenir de l'essence à indice d'octane élevé. Au cours de ces étapes, beaucoup d'hydrogène est libéré. Sa présence empêche non seulement la formation de carbone sur le catalyseur, mais se trouve être d'une utilité précieuse dans les procédés subséquents de raffinage. En résumé, les procédés de raffinage principaux sont la distillation du pétrole brut et la distillation sous vide qui sépare le pétrole brut en d'autres produits,
le craquage catalytique qui convertit l'huile lourde en essence à indice d'octane élevé et le reformage qui transforme l'essence de première distillation en essence à indice d'octane élevé. Nous n'avons vu là qu'une partie des opérations. D'autres procédés mettent à jour d'autres produits et fournissent de nombreuses matières premières à l'industrie chimique.